Elle était là, chaque samedi soir, silhouette droite, regard perçant, voix tranchante. Raphaël Ricci, surnommé Raffi, était l'une des figures les plus redoutées et respectées de la Star Academy. Mais un jour, sans avertissement, elle a disparu. Plus d'interviews, plus de passages TV, plus rien. Pourquoi cette femme, symbole d'autorité et de passion, a-t-elle choisi de s'effacer du paysage médiatique français? Était-ce la pression, les critiques, les souvenirs trop lourds? Et surtout, que cache cette disparition volontaire? Une fuite ou une renaissance? Pour comprendre ce silence assourdissant, il faut revenir à l'origine, là où le feu sacré de la scène est devenu une brûlure difficile à guérir. Suivez-nous dans une enquête intime, là où l'écran s'éteint et que commence l'ombre. Le 14 février 1967, alors que la France célèbre l'amour, une petite fille voit le jour à Enghien-les-Bains, dans le Val d'Oise. Elle s'appelle Raphaël, mais la plupart la connaîtront un jour sous un autre prénom, Raffi. Dès sa naissance, elle baigne dans un univers où l'art n'est pas un luxe, mais une évidence. Son père, Bernard Ricci, est un producteur réputé, et sa mère, Alice Denat, une compositrice et chanteuse à succès. Pour le commun des mortels, une telle filiation est une bénédiction, mais pour une enfant, cela peut devenir un poids. Raphaël grandit à l'ombre d'une mère admirée, dans une maison où chaque silence cache une exigence artistique. Très tôt, elle tente de trouver sa propre voix, sa propre voix. À 15 ans à peine, elle enregistre une chanson en duo avec sa mère, Nos petits problèmes, une tentative tendre mais anecdotique. Quelques années plus tard, elle revient en solo avec Arrêt sur image, un single passé inaperçu. Le public ne suit pas, les critiques sont tièdes. Elle comprend vite qu'elle ne sera jamais une vedette de la chanson. Et peut-être que ce n'est pas ce qu'elle cherchait. Ce qu'elle veut, c'est transmettre, aider les autres à briller, devenir la main invisible qui modèle, pousse, provoque. Elle se tourne vers la scène, non pas comme actrice, mais comme coach. Elle se forme, affine ses compétences, devient sophrologue, puis enseignante en expression scénique. Un métier de l'ombre qui deviendra bientôt, paradoxalement, sa lumière. L'opportunité surgit en 2001, quand la chaîne TF1 lance un programme révolutionnaire pour l'époque, Star Academy, une émission de télé-réalité musicale où de jeunes talents s'affrontent semaine après semaine sous les yeux de millions de téléspectateurs. Le concept est simple, un château, des cours intensifs, des prestations en direct, des éliminations. Mais pour les élèves, c'est bien plus qu'un concours, c'est une épreuve physique et psychologique. Et au cœur de cette épreuve, il y a elle, Raphaël Ricci. Dès la première saison, elle impose son style, droite, exigeante, sans phare. Elle ne ménage personne. Pas de faux-semblants, pas de compliments creux. Ceux qui veulent réussir devront affronter la vérité, la sienne du moins. Certains la craignent, d'autres la détestent, mais personne ne l'ignore. Très vite, elle devient l'un des piliers du programme. Elle incarne une figure maternelle inversée, dure mais formatrice, froide en apparence, mais animée d'une flamme réelle pour son métier. Mais derrière cette façade maîtrisée, une question persiste. Pourquoi cette femme, issue d'un milieu d'artistes, ayant tenté sans succès la chanson, s'expose-t-elle ainsi à la critique, semaine après semaine, en acceptant le rôle de méchante ? Est-ce une revanche, une manière de réécrire sa place dans le monde du spectacle, ou bien un bouclier émotionnel, forgé au fil des blessures ? La relation entre Raphaël Ricci et le public n'a jamais été simple. Dès les premières saisons de Star Academy, les téléspectateurs se divisent. Pour certains, elle incarne la rigueur nécessaire à l'excellence, pour d'autres, elle dépasse les limites, notamment dans ses remarques parfois acerbes perçues comme humiliantes. Les critiques ne tardent pas à fuser. Trop dure, trop sèche, insensible. Les forums se remplissent de commentaires, les magazines People se délectent des anecdotes en coulisses. Mais malgré ou à cause de cette image clivante, elle reste. Mieux, elle devient essentielle. Car Raffi, c'est l'antithèse de la complaisance télévisuelle. Là où les autres jurés ou professeurs enrobent leurs discours de mots doux, elle tranche. Elle ne joue pas, elle ne séduit pas, elle enseigne. Et dans un monde du divertissement de plus en plus calibré pour plaire, cette posture devient rare, peut-être même dangereuse. En interne, son rôle évolue. Elle participe à 7 saisons, est tour à tour professeure, remplaçante, puis même directrice par intérim de l'Académie lors de la saison 7, quand Alexia Laroche-Joubert part en congé maternité. Cette nomination aurait pu être le sommet d'une carrière. Elle en fait plutôt un point de bascule. Les tensions grandissent.
En coulisses, certains collaborateurs murmurent qu'elle est difficile à gérer. Les élèves, eux, oscillent entre admiration et crainte. Un jour, une rumeur enfle. Elle aurait influencé l'élimination d'une candidate à cause de sa tenue vestimentaire jugée inadaptée. Rumeur aussitôt démentie par Ricci elle-même, qui affirme n'avoir aucun pouvoir sur les décisions finales. Mais le mal est fait. Dans l'imaginaire collectif, elle devient l'archétype de la professeure intransigeante jusqu'à l'excès. Les saisons passent, mais les traces restent. Une candidate emblématique, Élodie Frégé, future gagnante de la saison 3, évoquera plus tard l'impact émotionnel de certaines remarques reçues durant l'émission. Des mots sur le physique, sur l'attitude scénique, sur ce quelque chose qui ne convient pas. Des mots qu'elle n'a jamais oubliés. Alors qu'elle tente de maintenir le cap professionnel, elle se heurte à une tempête invisible mais dévastatrice, la montée en puissance des réseaux sociaux. À mesure que les anciennes saisons sont rediffusées ou découpées en extraits viraux, certains passages la montrent sous un jour peu flatteur. Les qualificatifs pleuvent, méchante, grossophobe, raciste. Des accusations graves qu'elle conteste fermement. Mais sur Internet, la nuance n'a pas sa place. Elle aurait pu répondre, contre-attaquer, écrire un livre. Au lieu de cela, elle choisit le silence. Un silence pesant, que chacun interprète à sa manière. Est-ce une défaite, une fuite, ou bien un acte de dignité ultime ? Et c'est précisément à ce moment-là, au plus fort du tumulte, qu'elle fait un choix inattendu. Partir, quitter la France, disparaître volontairement de l'espace médiatique. Un matin, sans caméra, sans communiqué, Raphaël Ricci ferme doucement la porte sur 2 décennies de télévision. Direction le Canada. Pourquoi ce pays? Pourquoi maintenant? Et surtout, que cherchait-elle vraiment dans ce nouveau départ? En 2002, la Star Academy atteint des sommets d'audience inégalés. La France entière vibre au rythme des primes du samedi soir. Des millions de téléspectateurs suivent les progrès, les doutes, les épreuves d'une poignée de jeunes apprentis chanteurs enfermés dans un château, encadrés par une équipe pédagogique exigeante. Parmi eux, une figure se détache, Raphaël Ricci. Ce n'est ni une star de la chanson, ni une danseuse émérite. Elle ne fait pas de démonstration, ne cherche pas la lumière. Et pourtant, sa présence magnétise. Elle parle peu, mais quand elle parle, elle bouscule. Un haussement de sourcils, un silence prolongé, une critique bien placée, son langage est plus corporel que verbal. Elle incarne une autorité que rien ne semble pouvoir déstabiliser. Chaque semaine, les candidats redoutent le cours d'expression scénique, non pas parce qu'il est inutile, mais parce qu'il dénude. Il expose ce que les autres disciplines dissimulent, la peur, la vulnérabilité, l'ego. C'est dans cette nudité émotionnelle que Raphaël excelle. Elle sait où appuyer, à quel moment, avec quelle intensité. Sa pédagogie dérange, parce qu'elle ne flatte pas, elle révèle. Et dans une époque où la télévision tend à l'uniformité, où tout doit être bienveillant, elle offre un contrepoint brut, presque inconfortable. Mais c'est précisément ce qui fait d'elle un pilier de l'émission. Les élèves qui passent par ses cours ne l'oublient jamais. Certains l'aimeront avec le recul, d'autres lui garderont rancune à vie. Mais tous reconnaîtront une chose, avec elle, ils ont été poussés dans leur retranchement. Et parfois, ils y ont trouvé quelque chose de vrai. En dehors de l'antenne, Raphaël participe aussi à la mécanique de l'émission. Elle assiste aux évaluations, donne son avis lors des débriefings, pèse dans certaines orientations pédagogiques. Elle est respectée par ses pairs, notamment par Alexia Laroche-Jubert, directrice emblématique du château. Cette dernière la désigne d'ailleurs comme remplaçante lors de son congé maternité en 2007, faisant de Ricci la première et seule femme à occuper ce poste central. Un symbole fort, mais aussi un tournant délicat. Car à cette époque, l'émission commence à changer. Le public se lasse, les critiques deviennent plus acerbes, les audiences déclinent légèrement. La pression monte, y compris sur les membres de l'équipe. Raphaël, devenu visage emblématique du programme, reçoit de plus en plus de courriers de spectateurs, certains admiratifs, d'autres haineux. La frontière entre l'enseignante à la télévision et la femme dans la vie privée se brouille dangereusement. Et pourtant, elle continue. Saison après saison, elle revient. Elle aurait pu quitter, se préserver, mais elle tient bon, portée par une conviction tenace, celle que son rôle est nécessaire, pas pour plaire, mais pour former, pas pour divertir, mais pour transformer. Lorsqu'on évoque les années hors de Star Academy, les images qui reviennent sont souvent celles des prestations enflammées, des duos avec des stars internationales, des cris de joie ou des larmes d'élimination. Mais en coulisses, dans les salles de répétition, un autre spectacle se jouait, plus discret, plus intense. C'était là que Raphaël Ricci brillait le plus.
Son approche pédagogique ne ressemblait à aucune autre. Elle n'enseignait pas des techniques, elle provoquait des électrochocs. Un regard fuyant, une voix tremblante, un corps raide sur scène, pour elle, chaque détail trahissait une peur enfouie, une blessure, une résistance, et elle ne laissait rien passer. Elle forçait l'étudiant à se regarder en face. Parfois, cela déclenchait des révélations bouleversantes, d'autres fois, des effondrements. Elle savait que pour monter sur scène, il fallait d'abord tomber le masque. Certains critiques, pourtant, voyaient dans cette méthode une forme de brutalité psychologique. Ils lui reprochaient de pousser trop loin, de franchir la ligne rouge. Mais Raphaël défendait son approche bec et ongle. Elle n'était pas là pour materner, elle était là pour former. Le public ne pardonne pas la faiblesse sur scène, disait-elle souvent. Elle voulait préparer ses élèves à un monde cruel, pas les bercer d'illusions. Et de fait, plusieurs candidats passés entre ses mains ont ensuite brillé dans la sphère musicale ou artistique. Son exigence portait ses fruits. Son nom circulait dans le milieu comme une référence. Des producteurs, des directeurs de casting, des responsables artistiques reconnaissaient son œil affûté, sa capacité à détecter ce que personne d'autre ne voyait. En off, certains affirmaient encore « c'est elle la colonne vertébrale du château ». Mais cette reconnaissance professionnelle n'effaçait pas le coût personnel. À mesure que les saisons défilaient, Raphaël commençait à montrer des signes d'usure. Son regard devenait plus grave, ses interventions plus mesurées. Elle semblait sur la défensive, comme si chaque mot pouvait être mal interprété, détourné, amplifié. L'ambiance avait changé. Le public, plus avide de clash que de construction, ne voyait plus en elle qu'un personnage rigide, voire antipathique. Les réseaux sociaux, alors en pleine explosion, amplifièrent cette caricature. Des montages vidéo sortis de leur contexte circulaient, des phrases isolées devenaient des accusations, et surtout, un phénomène nouveau apparut, le jugement permanent. Là où auparavant un enseignant comme elle aurait pu exercer dans une relative confidentialité, elle se retrouvait scrutée, jugée, critiquée en temps réel. Son entourage commence à noter un changement. Elle, si combative, si ancrée dans sa mission, devient plus silencieuse, moins présente lors des moments informels, comme si quelque chose se brisait à l'intérieur, comme si l'héroïne du combat artistique comprenait peu à peu qu'elle menait une guerre que le public ne voulait plus voir. Et un soir, lors d'un prime anodin, pendant une prestation sans éclat, elle baisse légèrement les yeux, juste une seconde. Mais ce que la saison 7 de Star Academy, diffusée en 2007-2008, marque un tournant symbolique. Raffaele Ricci est nommée directrice d'intérim pendant l'absence d'Alexia Laroche-Dubert, une reconnaissance officielle, presque un couronnement. Mais paradoxalement, c'est aussi l'année où son personnage public commence à se fissurer de manière visible. Dans cette nouvelle fonction, elle n'est plus simplement la professeure exigeante, elle devient gestionnaire, référente, figure d'autorité suprême du château. Chaque décision, chaque commentaire, chaque geste est scruté à la loupe. Les tensions entre candidats, les conflits avec l'équipe de production, les exigences du direct, tout converge vers elle. Elle tient bon en apparence, mais derrière les caméras, elle se referme. Au même moment, la presse populaire se déchaîne. Certains journaux à sensation titrent sur la terreur du château, d'autres insinuent qu'elle entretient de mauvais rapports avec les élèves ou les autres membres du corps professoral. Des rumeurs infondées circulent sur des scènes coupées au montage, des altercations, des humiliations. Raphaël, fidèle à soi-même, ne réagit pas. Elle continue à faire son travail, mais le cœur n'y est plus. Un jour, un article anodin publié sur un blog de téléspectateurs compare ses méthodes pédagogiques à du dressage émotionnel, une formule choc qui devient virale. Les internautes s'en emparent, commentent, partagent, moquent. En quelques semaines, ce qui était perçu comme une rigueur devient dans l'imaginaire collectif une cruauté croide. Le regard du public change, irrémédiablement. Raffaele Ricci aurait pu se défendre, accorder une interview, remettre les pendules à l'heure, mais elle choisit le silence. Ce silence qui jadis lui servait d'outil pédagogique dans les salles de cours devient désormais un rempart. Elle se replie sur elle-même, réduit ses interventions, évite les caméras. Certains remarquent qu'elle n'apparaît plus que très brièvement dans les émissions. D'autres soulignent qu'elle semble fatiguée, usée, absente. À la fin de cette 7e saison, elle prend une décision radicale. Elle quitte l'émission, sans fracas, sans discours d'adieu, sans conférence de presse. Elle disparaît du plateau comme une comédienne qui s'éclipse avant le dernier acte. Dominique Martinelli la remplace. Le public applaudit la nouveauté, sans vraiment questionner l'absence. Mais pour ceux qui la connaissaient, ce départ n'a rien d'anodin. Il sonne comme un aveu silencieux, celui d'une femme qui a tout donné, tout encaissé, mais qui n'a plus la force de lutter contre une machine médiatique devenue incontrôlable. Une femme qui, à force d'enseigner la mise à nu, a fini par se briser à son tour.
Et au moment où le rideau tombe sur sa dernière saison, une question reste suspendue. Raphaël Ricci a été consumé par le rôle qu'on lui a imposé ou par le rôle qu'elle a accepté de jouer trop longtemps. Pendant des années, la figure de Raphaël Ricci a cristallisé toutes les tensions autour de Star Academy. Adulée par certains, détestée par d'autres, elle incarne à elle seule la ligne de fracture entre exigence pédagogique et spectacle télévisé. Mais c'est après son départ, quand les projecteurs se sont éteints, que les véritables zones d'ombre ont commencé à émerger. D'abord, il y a eu les accusations indirectes. Rien d'officiel, jamais de plainte, ni de mise en cause judiciaire. Mais dans les témoignages diffusés a posteriori, parfois des années plus tard, certaines voix se sont élevées. Marlène Schaff, une ancienne candidate de la saison 2, raconte lors d'un podcast qu'elle aurait été écartée de la sélection finale en raison d'une remarque de Ricci sur sa tenue jugée inappropriée. Une décision arbitraire, selon elle, teintée de jugement esthétique plutôt que de critères artistiques. Raphaël, de son côté, nie en bloc. Elle explique, dans un rare commentaire sur un forum à l'époque, que son rôle dans les sélections était purement consultatif. « Je n'avais aucun pouvoir décisionnel sur le casting final », écrit-elle. Une mise au point claire, mais peu médiatisée. Trop tard? Peut-être, car la rumeur, comme souvent, avait déjà laissé ses traces. Ensuite, il y a la polémique autour de son attitude durant les cours. Une polémique sourde, rampante, mais persistante. Plusieurs anciens élèves ont évoqué des remarques sur leur apparence physique, leur posture, leur comportement hors norme. Des critiques que certains ont vécues comme des blessures profondes. Élodie Fréget, gagnante de la saison 3, a un jour déclaré dans une interview qu'elle avait longtemps eu du mal à se détacher du regard sévère de Rafi. « J'avais l'impression d'être jugée sur ma féminité, sur mon allure, plus que sur ma voix », confie-t-elle. Une confession lourde de sens. Ces reproches auraient pu rester confidentiels, n'être que le fruit de sensibilités personnelles. Mais la résurgence des images d'archives lors de la rediffusion des anciennes saisons a ravivé les braises. Des extraits remontés, hors contexte, ont circulé massivement sur les réseaux sociaux. On y voit Ricci couper sèchement un candidat, réprimander une attitude, faire une remarque lapidaire sur un costume. Ces fragments deviennent des preuves pour ceux qui l'accusent d'abus d'autorité, voire de violence symbolique. Et avec Internet, tout s'accélère. Le jugement est immédiat, définitif. Certains internautes vont plus loin, l'accusant de grossophobie, de racisme, d'attitudes humiliantes. Des accusations graves, souvent lancées sans preuve, mais reprises, partagées, amplifiées. La machine à outrage tourne à plein régime. Ricci, encore une fois, choisit de ne pas répondre. Son silence devient un vide que d'autres remplissent à leur manière. Mais au fond, que s'est-il réellement passé ? Était-elle une victime du système, prise dans un rôle stéréotypé imposé par le format télévisuel, ou bien a-t-elle dérapé, emportée par une logique de pouvoir et d'exigence sans limite ? Alors que le tumulte médiatique s'apaise lentement, un autre phénomène émerge. La relecture des anciens personnages télévisuels à travers les prismes contemporains. Dans cette vague de réévaluation, Raphaël Ricci se retrouve au cœur d'une tempête rétroactive. Des extraits de ses interventions deviennent des objets d'analyse, de moquerie ou de dénonciation. Certains lui reprochent d'avoir incarné, sans le savoir, une figure autoritaire toxique. D'autres, au contraire, regrettent qu'on la juge avec des critères d'aujourd'hui, en oubliant le contexte de l'époque. Au fil des années, quelques soutiens prennent timidement sa défense. D'anciens collaborateurs, des élèves devenus artistes reconnus, rappellent que son exigence a souvent été un levier de transformation, pas une machine à broyer. « Elle m'a appris à me tenir debout, à défendre mon art, même quand ça faisait mal », dira un jour un ex-finaliste. Mais ces voix sont rares, et dans le vacarme numérique, elles se perdent vite. Pendant ce temps, Raphaël Ricci reste muette. Pas de plateau télé, pas de réaction publique, pas de présence sur les réseaux sociaux. Elle a quitté la scène sans un mot, comme si sa disparition était sa seule forme de réponse. Certains y voient une fuite, d'autres un choix courageux. Ce n'est que bien plus tard que l'on comprend en partie ce qu'elle a traversé. Dans un livre passé presque inaperçu à sa sortie, un essai entre autobiographie et réflexion sur le pouvoir des mots, elle revient sur les dégâts des jugements répétés. Elle n'y cite jamais Star Academy directement, ni les personnes impliquées, mais le sous-texte est limpide. Une phrase, répétée chaque jour, finit par redessiner le contour de votre confiance en vous.
Elle y décrit un processus lent d'effondrement intérieur, nourri par l'exposition constante, les attaques gratuites, les raccourcis médiatiques. Elle y parle aussi de sa fille, Alexane, et de l'impact de cette vie médiatisée sur leur équilibre familial. Une mère qui rentre tard, vidée, envahie de doutes, dévorée par un rôle qu'elle n'a jamais totalement choisi. La révélation troublante peut-être, c'est son aveu qu'elle ne regardait jamais les émissions dans lesquelles elle apparaissait. « Je ne supportais pas mon propre reflet ». Cette phrase, courte, résonne comme un écho lointain à toutes les critiques subies. L'image publique avait pris le dessus sur la femme. Mais dans l'ombre de l'exil médiatique, une nouvelle Raphaël Ricci émerge. Au Canada, loin des plateaux français, elle retrouve un espace de respiration. Elle y exerce toujours, mais autrement. Elle enseigne, elle écoute, elle accompagne. Son public a changé, ce ne sont plus des millions de téléspectateurs, mais des individus à la recherche de leur propre voix. Le départ de Raphaël Ricci n'a pas fait de bruit. Il n'a pas suscité de tribunes enflammées ni de vagues d'émotions publiques. Elle n'a pas eu droit à un hommage en plateau, ni même à un message d'adieu officiel. Et c'est peut-être là, dans ce silence pesant, que réside la plus grande violence. Après des années à incarner une figure incontournable de la télévision française, elle s'est effacée, tout simplement, comme si elle n'avait jamais existé. Mais les cicatrices, elles, sont bien réelles. À son arrivée au Canada, Raphaël ne cherche pas à reconstruire une carrière médiatique. Elle ne tente pas de revenir sur le devant de la scène, ni même de capitaliser sur sa notoriété. Elle choisit l'anonymat, volontairement, un isolement thérapeutique, une respiration. Dans les premiers mois, elle coupe presque tous les liens avec le milieu du spectacle. Son entourage proche parle d'une fatigue profonde, d'une forme de dégoût du système. Elle aurait même, selon certains, refusé plusieurs propositions d'apparition ou d'intervention en France. Pas par arrogance, mais parce que quelque chose s'était brisé. La femme exigeante, celle qui poussait les autres à dépasser leurs limites, se retrouve à devoir reconstruire les siennes. La sophrologue qu'elle était devenue avant même la télévision reprend le dessus, non plus pour les autres, mais pour elle-même. Elle redécouvre les mécanismes du stress, de l'angoisse, du burn-out, cette fois en tant que patiente. C'est dans cette lente descente, puis cette remontée progressive, que Raphaël Ricci entame une nouvelle mue. Elle s'éloigne des caméras, mais pas de l'humain. Elle continue d'accompagner, mais dans l'intimité. Des séances individuelles, des ateliers confidentiels, loin des regards et des jugements. Elle guide des artistes, mais aussi des chefs d'entreprise, des étudiants, des anonymes, tous ceux que la vie a exposés un peu trop fort, un peu trop vite. Et au fil des années, quelque chose se transforme en elle. Non pas un pardon, mais une acceptation. Elle cesse de fuir son passé sans pour autant chercher à le revendiquer. Dans certaines interventions discrètes, elle laisse entendre qu'elle n'en veut à personne, ni aux candidats, ni aux internautes, ni même à la télévision. Elle dit simplement « J'ai été là où je devais être, jusqu'à ce que je ne le supporte plus ». Il est difficile d'imaginer le quotidien d'une femme qui a vécu sous les projecteurs, puis décidé de tout éteindre. Pour Raphaël Ricci, cette nouvelle vie ressemble à une existence parallèle, sans flash, sans bruit, sans public. Le contraste est saisissant. Autrefois exposée au jugement constant de millions de téléspectateurs, elle évolue désormais dans une sphère privée, confidentielle, où chaque regard n'est plus une menace, mais une écoute. Elle vit au Canada avec son mari, Laurent Foulon, qu'elle a épousé en 2016. Loin du tumulte médiatique français, leur vie semble s'être recentrée sur l'essentiel. Leur fille, Alexane, aujourd'hui adulte, fait partie de cette reconstruction discrète. La cellule familiale, souvent mise à rude épreuve par la notoriété, devient un refuge, un socle. Pour la première fois depuis longtemps, Raphaël n'est plus définie par un rôle. Elle est femme, mère, épouse, coach, dans cet ordre ou dans un autre. Mais surtout, elle est enfin libre de choisir. La question demeure pourtant, que reste-t-il de l'ancienne Raphaël Ricci? Celle que la France entière regardait avec crainte ou fascination. Est-elle totalement effacée, enterrée sous les années d'exil? Ou bien vit-elle encore en elle comme une cicatrice, comme un miroir qu'on garde dans un tiroir mais qu'on n'ose jamais ouvrir? Elle a cessé d'apparaître publiquement, mais certains témoignages évoquent des moments où elle accepte de partager son expérience, notamment dans des écoles de théâtre ou lors de séminaires spécialisés.
Ce sont des interventions rares, souvent hors des radars médiatiques. Mais à chaque fois, ceux qui l'écoutent sont frappés par une chose. Son silence n'est pas de honte, c'est un choix, un espace qu'elle s'est approprié. Et pourtant, dans chaque mot, dans chaque regard, plane une question sans réponse. Que serait-il passé si elle était restée, si elle avait répondu, si elle avait combattu l'image imposée? Car dans un monde où les voix fortes sont souvent déformées, une femme comme Raphaël Ricci n'avait que deux choix: se battre sans fin ou disparaître pour survivre. Et dans ce retrait volontaire, dans cette vie loin des plateaux et des jugements, elle semble avoir trouvé ce que tant d'autres cherchaient en vain: le droit de ne plus devoir prouver qui l'on est. Pendant longtemps, Raphaël Ricci a été perçue comme une femme dure, intransigeante, parfois cassante. Une silhouette raide derrière un bureau, un regard qui juge, une voix qui tranche. C'est cette image-là que la télévision a véhiculée et que le public a retenue. Mais derrière le rôle, il y avait une femme. Derrière les critiques, une sensibilité. Derrière le silence, une blessure. Aujourd'hui, elle ne cherche plus à rectifier le passé. Elle n'écrit pas de mémoires spectaculaires, ne revient pas sur les plateaux pour remettre les pendules à l'heure. Elle vit, simplement, dans une autre réalité. Une réalité choisie, apaisée. Elle a troqué les micros contre le murmure des séances individuelles, les feux de la rampe contre la lumière douce d'un cabinet de sophrologie. Elle n'est plus une personnalité publique, mais une femme qui accompagne, écoute, comprend. Ce retrait, certains l'ont vécu comme une disparition, mais peut-être est-ce au contraire une réapparition, la plus authentique qui soit. Un retour à soi, un refus de continuer à incarner une version d'elle-même que d'autres avaient fabriquée. Dans un monde où l'exposition est devenue la norme, Raphaël Ricci a choisi l'effacement. Non comme une fuite, mais comme un acte de résistance. Alors, que retenir de cette trajectoire? Peut-être une leçon simple. Il y a des silences qui en disent plus long que les discours. Il y a des absences qui parlent de dignité, de fatigue, de choix intimes. Et il y a des femmes qui, même en s'effaçant, continuent d'interroger le regard que la société porte sur elles. Et vous, que voyez-vous quand une femme forte décide de se taire? Une faiblesse? Ou peut-être un cri qu'aucun mot ne peut contenir?